Bonjour à tous, merci professeur Thomas pour cette introduction. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler des délais du premier épisode psychotique. Et je vais diviser mon intervention en 3 points. Merci. Je vais donc diviser mon intervention en 3 points. Je vais vous parler d'abord de ce qu'est le premier épisode psychotique. Ensuite, je vous présenterai les résultats d'une enquête régionale qu'on a menée cette année sur justement la mesure de ces délais. Et puis, je terminerai par les arguments pour une intervention plus précoce. Donc, le premier épisode psychotique, en fait, c'est la première fois, la première manifestation d'un trouble psychotique qui se manifeste par des symptômes de sévérité importante, qui sont les hallucinations, les idées délirantes, peuvent être associées des perturbations de l'humeur, des troubles du sommeil, et puis d'autres symptômes, comme de l'anxiété, par exemple. Ces symptômes sont suffisamment intenses pour altérer le fonctionnement habituel de la personne, et donc sont un bouleversement dans la vie de l'individu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par trouble psychotique ? En fait, donc on a parlé d'une prévalence de 3 à 4% sur la vie entière. Donc 4 personnes sur 100 seront atteintes d'un trouble psychotique dans leur vie. Et un trouble psychotique, en fait, ça se retrouve dans diverses pathologies telles que la schizophrénie, le trouble bipolaire ou les troubles dépressifs avec caractéristiques psychotiques, les troubles délirants, l'épisode psychotique bref ou les troubles psychotiques secondaires à la consommation de substances. Donc c'est une grande partie de l'activité en psychiatrie. Et en fait, le premier épisode psychotique, c'est un stade, selon les modèles de staging décrits par McGorry, un stade de trouble indifférencié. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des symptômes dans un magma indifférencié. On ne peut pas poser de diagnostic précocement, mais on sait que ces symptômes sont là. Et c'est finalement avec l'évolution dans le temps que le diagnostic pourra être posé. Ceci dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic qu'il n'y a pas de trouble et pas de souffrance. Et donc, l'intervention, vous le voyez, ici, elle est encadrée. Je ne sais pas où est le petit. Si c'est ça. Elle est encadrée ici en violet. On peut intervenir au stade de premier épisode psychotique, mais on peut aussi intervenir en amont de ce stade, au stade où sont présents des symptômes psychotiques dits atténués, ou voire même des symptômes aspécifiques tels que des troubles dépressifs ou des troubles anxieux. Et donc aujourd'hui, le modèle par exemple de la schizophrénie, qui est décrit ici sur ce schéma, propose en fait un modèle dit à double hit, c'est-à-dire avec des facteurs précipitants de l'entrée dans la maladie qui seraient présents à 2 moments de la vie de l'individu. D'abord des facteurs très précoces, donc ici la première vague avec des facteurs liés à la charge génétique, mais également à des facteurs présents pendant la vie intra-utérine, et puis des facteurs plus tardifs qui arriveraient à la période adolescente, début de l'âge adulte, tels que, par exemple, l'abus de toxiques, l'isolement social ou la migration. Et donc, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de montrer à quel point, en fait, il y a un continuum de dégradation fonctionnelle de l'individu entre le moment où, entre l'enfance, l'adolescence, et puis le moment où arrive ici le premier épisode psychotique, ce qui va un peu à l'encontre des modèles qu'on a appris, qui sont le fameux coup de tonnerre dans un ciel serein, avec l'apparition d'un premier épisode sans que rien n'ait pu être visible avant. En fait, selon ce modèle-là, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui se passent avant, et d'où l'intérêt, du coup, je vous en parlerai après, d'une intervention précoce. La durée de psychose non traitée, qu'est-ce que c'est ? Donc on vous en a parlé en introduction. En moyenne, il se passe 2 ans entre le début des symptômes et l'initiation d'un premier traitement. C'est donc une durée qui est mesurée selon ces 2 bornes-là. Alors il y a tout le monde n'est pas d'accord, il n'y a pas de consensus entre c'est quoi le début du trouble psychotique. Est-ce que c'est le premier symptôme ? Est-ce que c'est finalement le premier épisode psychotique ? Vous avez vu que c'est pas
il n'y a pas forcément de bornes bien définies. Et puis, l'initiation du traitement, pareil, pour certains, ça peut être la mise en place du traitement antipsychotique, mais ça peut être aussi la prise en charge psychosociale, le premier contact avec les services, voire même si on est très très large, de dire c'est le moment où le premier traitement antipsychotique est actif et que la personne est en rémission. Donc voilà, cette durée-là, elle est en moyenne de 2 ans, avec des variations entre 1 et 10 ans dans la littérature. Donc, avec la Fédération de recherche, cette année, on a essayé d'estimer cette durée de psychose non traitée dans les Hauts-de-France. Donc, notre étude, elle s'est divisée en 2 étapes. La première étape, ça a été de questionner les psychiatres et pédopsychiatres sur finalement leur impression, savoir eux, dans leur pratique, à combien ils estimaient cette durée de psychose non traitée, donc via un questionnaire web qui a été diffusé au mois de mai. Et avant ça, comme la définition de la durée de psychose non traitée n'est pas consensuelle, on leur a demandé de donner d'abord leur définition et ensuite de donner leur durée de psychose non traitée. On leur a aussi demandé quelle était la durée de psychose non traitée qu'ils estimaient souhaitable. Et dans une deuxième étape, on l'a mesuré un jour donné. Donc on a pris une journée, on a appelé tous les services d'hospitalisation de la région et on a demandé s'il y avait des jeunes avec un premier épisode psychotique et on a mesuré leur durée de psychose non traitée. Alors, pour l'étape 1, donc le questionnaire web auprès des psychiatres et pédopsychiatres de la région, on a eu 133 réponses. 78% des répondants étaient des psychiatres d'adultes. Et ils disaient voir environ 11 premiers épisodes psychotiques par an, ce qui correspond à peu près aux estimations d'incidence dans la région, même si aujourd'hui, avec les troubles psychotiques, on peut vraiment élargir et on pourrait estimer que ce soit plus, mais en moyenne, ce serait à peu près ça. Pour la définition de la durée de psychose non traitée, les psychiatres et pédopsychiatres ont répondu que le début de la phase psychotique, c'était selon eux l'apparition du premier symptôme. Donc, selon 30% des répondants, pour eux, le début de la phase, c'est le premier symptôme, donc c'est plutôt large. Et la fin, c'est le moment où on met le traitement antipsychotique. Et selon leurs estimations, la durée de psychose non traitée estimée dans la région serait de 2,4 ans. Donc c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la littérature. Et on leur a du coup demandé quelle serait la durée de psychose non traitée souhaitée. Et là, ils répondent qu'en moyenne, ils souhaiteraient l'avoir diminuée à 4 mois. Ensuite, l'étape 2, donc, c'est la mesure un jour donné. Donc, il y a 90 lieux d'hospitalisation dans les Hauts-de-France qui ont été appelés. On a eu beaucoup de non-réponses, je tiens à le dire, parce que je pense que ça va biaiser nos résultats. Beaucoup de personnes qui n'étaient pas disponibles, malgré le fait qu'on les ait prévenus avant, mais qui n'étaient pas disponibles au moment de l'appel parce que c'était très court, et ça, je veux bien comprendre qu'on n'ait pas forcément le temps. Donc on a réussi à prendre les données de 26 patients avec un premier épisode psychotique, et leur moyenne d'âge était de 25 ans. Et donc selon ces patients-là, si on reprenait la définition qui avait été donnée par les psychiatres et pédopsychiatres dans le questionnaire, la durée de psychose non traitée était de 420 jours, soit un peu plus d'un an, 1,1 an. Si on prenait la définition de McGorry avec les stades et à partir vraiment du premier épisode psychotique, la durée de psychose non traitée, elle était de 190 jours, soit 6 mois. Ça reste, donc ces deux résultats, la durée estimée et la durée mesurée, restent clairement dans ce qui est estimé dans la littérature. Et je pense que cette différence et finalement ce plus faible résultat, il est vraiment à critiquer au vu du faible nombre de patients qu'on a dans l'étude. Ensuite, on a demandé aux psychiatres et pédopsychiatres, selon eux, pourquoi en fait cette durée de psychose non traitée, elle était si longue. Et j'ai regroupé, en fait, il y avait plusieurs propositions. J'ai regroupé les propositions entre des facteurs qui, selon eux, étaient liés aux patients et à leur famille, c'est-à-dire des facteurs non dépendants d'eux finalement, et puis des facteurs qui seraient liés plutôt à l'organisation des services. Et donc, à la grande majorité, les psychiatres et pédopsychiatres répondent qu'en fait, c'est plutôt lié aux patients et à leur famille, de type les jeunes ont peur de la psychiatrie, il y a une mauvaise connaissance de l'offre de soins,
Il y a aussi le fait que ce délai soit allongé, c'est aussi du fait de la pathologie en elle-même, parce qu'il y a un défaut de reconnaissance des troubles qu'on appelle l'insight. Il y a un refus de soins de la part des jeunes. La stigmatisation, on en a parlé en introduction, c'est aussi un facteur de mauvais accès aux soins. Et puis des facteurs liés à l'entourage qui seraient aussi très importants selon eux. De façon comparative, du coup, les délais, pour le fait que les délais soient trop longs pour une première consultation spécialisée, ça, c'était une réponse qui était quand même à 80% cochée. Mais après, il y avait beaucoup moins de réponses concernant le fait qu'il manque de structures adaptées, par exemple, ou qu'il y ait une mauvaise communication entre les différents acteurs. Un manque de mobilité des CMP, ça, c'était aussi pas trop choisi. Et puis après, bon... le fait que peut-être il y ait des médecins non psychiatres, des médecins généralistes ou des médecins scolaires qui préfèrent prendre le jeune en charge eux-mêmes, ça c'était beaucoup moins répandu. Alors dans la littérature, qu'est-ce qu'on retrouve par rapport à ces facteurs d'accès aux soins ? Effectivement, il y a des facteurs liés au patient et à sa pathologie, notamment le fait que, par exemple, il y a l'étude Ipsos de 2016 qui montre que plus de 80% des jeunes de leur famille et des enseignants ne savent pas quelle est la conduite à tenir en cas de problème de santé mentale. L'autostigmatisation, c'est quelque chose aussi qui est reconnu comme un mauvais facteur d'accès aux soins et qui touche les patients, bien sûr, mais aussi leurs familles. Et enfin, il y a un phénomène de défiance et de peur à l'égard de la psychiatrie et des traitements qu'on connaît tous. Alors, il y a les recommandations, dans les recommandations australiennes, il parle de cette durée de psychose non traitée et donc il propose une distinction en 4 parties de la durée de psychose non traitée selon les 4 étapes en fait, entre le début des troubles et l'initiation du traitement. Donc la première étape, c'est la recherche d'aide par le jeune, donc, qui prend du temps à se dire finalement oui, il y a quelque chose qui ne va pas et puis je vais peut-être aller en parler. Il faut savoir que les jeunes en premier lieu en parlent à leur entourage et puis en deuxième lieu c'est le médecin généraliste qui est le premier soignant auquel en général les jeunes parlent de leurs problèmes de santé mentale. Il y a une deuxième étape qui est l'étape d'identification des symptômes psychotiques par les services généraux, qui peut aussi prendre un certain temps selon les connaissances du médecin traitant, selon les symptômes aussi qui ne sont pas faciles du tout à repérer parce que très aspécifiques en fait et finalement peuvent être parfois par certains médecins traitants rapprochés de la crise d'adolescence. Et puis un délai de mise en lien avec les services spécialisés. Et enfin, un délai d'initiation du traitement, parce qu'on connaît tous des histoires de jeunes qui ont été en contact avec la psychiatrie, mais finalement pour lesquels il n'y a pas eu de traitement mis en place parce qu'il y a eu un désengagement des soins par la suite. Et donc c'est une étude de Birchwood et collaborateurs qui a montré qu'en fait, ils ont fait peser le poids de chacune de ces 4 étapes sur l'allongement de la durée de psychose non traitée. Et ils ont montré qu'en fait, le poids le plus important, ce n'était pas le poids lié finalement à la recherche d'aide, mais au délai à l'accès à une consultation spécialisée. Et donc, dans les recommandations australiennes, ils proposent 2 types d'interventions en fonction de cette répartition-là. La première serait des actions de sensibilisation et d'information en population générale au repérage des troubles psychotiques. Et la deuxième, ce serait de proposer des formes d'organisation de services qui seraient axées sur la mobilité et la détection précoce. Question sensibilisation en population générale, on connaît tous pour d'autres pathologies, ça a été dit en introduction. Ici, un exemple que vous connaissez tous pour le cancer. J'espère qu'un jour, on en trouvera pour les symptômes psychotiques. Et puis, pour la deuxième partie, donc les réorganisations de services, il existe beaucoup d'initiatives et de programmes spécifiques internationaux qui proposent en fait des modèles, des cadres de référence d'intervention précoce. Par exemple, les programmes australiens Headspace, le SAMSA-Prepsi, dont vous aurez l'honneur
que vous aurez l'honneur de découvrir tout à l'heure en début d'après-midi avec le docteur Gozlan. Et puis, voilà, les programmes suisses, programmes québécois. Il y a même, en fait, au Québec, des cadres de référence qui expliquent comment on fait de l'intervention précoce pour justement améliorer cette durée de psychose non traitée. Voilà, dernière partie, donc je vais vous proposer de regarder un petit peu les arguments de la littérature sur pourquoi intervenir précocement. Alors, il faut savoir qu'après un premier épisode psychotique, le taux de rechute à 1 an n'est pas très important, c'est environ 30% des jeunes, mais à 3 ans, c'est près de la moitié des premiers épisodes psychotiques qui rechutent. On sait qu'il y a certains jeunes qui ont des facteurs pronostiques plus défavorables, notamment ceux pour lesquels la symptomatologie initiale est sévère, ceux qui continuent à consommer des toxiques, ceux pour lesquels il y a un isolement socio-affectif, un soutien insuffisant de l'entourage, et ceux qui adhèrent mal au traitement. Le nombre de réhospitalisations est donc, comme vous pouvez l'imaginer, élevé. Et donc, les programmes d'intervention précoce permettent de diminuer en fait, les rechutes, notamment parce qu'ils agissent sur tous ces facteurs, sur le fait de réduire rapidement la symptomatologie, de limiter la consommation de toxiques, on va dire, de soutenir l'entourage et permettre que l'entourage reste soutenant pour le jeune, etc. Et du coup, aussi lutter contre les désengagements des soins et la mauvaise adhésion au traitement. Autre problématique très importante dans le premier épisode psychotique, ce sont les conduites suicidaires. On sait que le taux de décès par suicide est supérieur à celui de la population générale. Par exemple, dans la schizophrénie, il y a 40% de tentatives de suicide et 5 à 13% de décès par suicide. On sait aussi que la phase prodromique, donc la phase avant l'apparition du premier épisode psychotique, est une période particulièrement à risque pour les conduites suicidaires. Et donc, les programmes qui existent d'intervention précoce limitent clairement les conduites suicidaires par l'action sur les soins précoces, l'entourage important du jeune, le côté intensif de la prise en charge. Et donc, voilà. Troisième argument clinique, c'est sur la santé globale. Plus de 50% des sujets atteints de schizophrénie ont un autre diagnostic de pathologie médicale. Ce sont la plupart du temps les pathologies cardiovasculaires et le diabète. L'espérance de vie, selon cette étude, serait diminuée de 25 ans. Et on sait qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui seraient évitables, tels que les addictions, le régime alimentaire et l'activité physique. Et faire de l'intervention précoce, c'est agir aussi sur la santé physique, notamment en promouvant les rendez-vous chez le médecin traitant, en surveillant ces facteurs de risque cardiovasculaire de manière étroite et en luttant contre les addictions. Il y a d'autres arguments que les arguments cliniques pour l'efficacité de l'intervention précoce. Un des arguments importants, c'est celui sur la vie socio-professionnelle et affective du jeune, parce que vivre un premier épisode psychotique à l'adolescence, c'est limiter en fait tous les projets que va avoir le jeune dans sa vie, notamment celui de faire ses premières relations sociales, de faire ses premières expériences professionnelles ou d'études à l'étranger peut-être. Et donc, en soutenant le jeune, en soutenant la famille, en soutenant les études et l'insertion professionnelle, l'intervention précoce permet de réduire les dégradations liées au premier épisode. Dernier point, qui est pas négligeable non plus, c'est que intervenir précocement a des avantages économiques importants. Vous voyez ici ce rapport coût-efficacité. En fait, il est plus efficace et plus économique d'intervenir tôt dans les troubles psychotiques. Et cette deuxième étude de la London School of Economics montre que sur une livre investie, à 10 ans, c'est 15 livres d'économiser si on fait de l'intervention précoce. Voilà. Et enfin, je terminerai par un petit dessin qui
m'a marquée, mais qui illustre bien qu'en fait, le fait d'arriver dans les soins de façon précoce, c'est une expérience moins traumatique que la plupart du temps. En fait, la règle aujourd'hui, c'est l'arrivée en situation de crise aux urgences avec des symptômes extrêmement présents parce qu'on a attendu finalement cette situation-là pour y arriver, alors que une proposition de soins en amont de ça permet d'éviter le traumatisme qu'est le premier épisode psychotique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.